Bonjour, je suis Gabrielle Tremblay, professeure en études scénaristiques pour le compte du département d'études littéraires de l'UQAM. Je suis également membre du CRILC. Cette année, j'organise pour la 3e fois, en collaboration avec Benoît Jaudoin, un cycle de conférences-discussions sous le titre et thème « Créer avec la théorie ». Benoît Jaudoin est titulaire d'un doctorat en art, histoire et théorie de l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et en histoire de l'art à l'UQAM. Il est spécialiste d'art contemporain et d'art actuel qu'il aborde depuis une sensibilité queer. Ses recherches portent principalement sur la manière dont le savoir est mis en forme dans des pratiques de recherche-création, des œuvres participatives, des conférences-performances, des installations et des événements de parole. En plus de l'enseignement qu'il anime depuis plus d'une décennie, il collabore régulièrement à plusieurs revues d'art actuel, notamment S-Art plus Opinion, où il agit en tant que membre du comité éditorial. Benoît œuvre également dans le milieu muséal montréalais à la programmation de l'action culturelle. Aujourd'hui, Benoît et moi avons le plaisir de discuter avec Angélique Wilkie, interprète, chanteuse, dramaturge et pédagogue. Angélique Wilkie a commencé sa formation en danse après avoir obtenu une maîtrise en économie à l'Université McGill. Diplômée de la School of Toronto Dance Theatre, elle a ensuite poursuivi une carrière en Europe où, pendant 25 ans, elle s'est produite avec des compagnies de danse et des projets indépendants. Aujourd'hui, professeure agrégée du département de danse contemporaine de l'Université Concordia, Angélique est aussi co-directrice du pôle de recherche sur les arts de la scène de l'Institut des arts, de la culture et de la technologie des milieux de Concordia, le Parc. Ses intérêts de recherche sont ancrés dans la création artistique interdisciplinaire avec un accent particulier mis sur la dramaturgie de l'interprète et les pratiques dramaturgiques décoloniales. Enfin, elle est également présidente du groupe de travail de Concordia sur le racisme anti-noir et conseillère spéciale du doyen sur l'intégration et les savoirs de personnes noires. Voilà, bon visionnement. Angélique, merci beaucoup d'accepter de te prêter au jeu de la conférence discussion avec Benoît et moi. Je laisse aujourd'hui l'honneur à Benoît de partir le bal des questions. Merci. C'est une première, je pense, peut-être. Il faudra voir dans nos archives. Bonjour, Angélique. Ma première question, elle est vraiment toute simple. On a remarqué, en regardant ton CV, que, il y a des diplômes qui correspondent pas nécessairement directement à ton poste de professeur à l'Université Concordia en danse contemporaine, mais qui relèvent plutôt de l'économie. Alors, on sent qu'il y a quand même une histoire derrière ce parcours un peu atypique. Alors, on aimerait avoir quelques détails sur ce parcours-là et surtout ce qui a mené à cette transition assez spectaculaire. Je faisais de la danse en tant qu'enfant, bon, qui est le cas de plein de petites filles, en tout cas. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Je l'ai fait beaucoup en Jamaïque. J'ai quitté la Jamaïque quand j'avais 15 ans. Donc, avant ça, ouais, j'étais fortement impliquée dans la danse. Mais quand je suis arrivée au Canada, je terminais l'école secondaire, j'ai commencé l'université. Je cherchais un chemin, j'ai envie de dire, en tant que jeune immigrée aussi. Donc, la danse est un peu tombée à l'eau. Je courais beaucoup. J'étais à Queens, à Kingston, où il y avait une piste intérieure. Donc, je courais. Parce que l'hiver, bah, il fallait s'habituer à ça aussi en venant de la Jamaïque. Alors, j'ai changé d'université après ma 2e année. Je suis partie je suis venue à Montréal, à McGill. Et il n'y avait pas de piste intérieure. Et l'hiver m'a bien refroidi, pour ne pas utiliser d'autres mots. Et donc, je me disais, OK, mais comment retrouver mon corps, comment être dans mon corps? Donc, j'ai repris la danse gentiment, tout en faisant des études, parce qu'en venant de la culture de laquelle je viens, et je ne crois pas que c'est particulier du tout à cette culture-là, mais l'idée de devenir danseuse n'était même pas à considérer. Donc, je faisais des études de langue au départ, et puis finalement, espagnol et des études latino-américaines au niveau bac. Et puis, donc, je continuais ça et j'ai commencé une maîtrise en économie. La danse, de manière parallèle, prenait de plus en plus de place, d'un cours par semaine à 2, à 3, à 4, à 5, un peu comme quand j'étais ado.
alors, à la fin de ma maîtrise, je voulais retourner faire un doctorat et je me suis dit, tiens, j'étais jeune parce que le changement de système entre la Jamaïque et le Canada a fait aussi que j'ai terminé ma maîtrise, j'avais 23 ans. Hmm. Et je me suis dit, OK, avant de me lancer dans un doctorat, je voulais faire de la recherche, je voulais rester dans un contexte de politique aussi. Je viens d'un contexte assez politique et chargé, donc je reviendrai là-dessus certainement, mais tout ça pour dire, je me suis dit, OK, avant de me lancer là-dedans, parce qu'une fois qu'on a le doctorat, on continue, la roue tourne en principe. C'était mon impression à l'époque de toute façon. Et puis, donc je me suis dit, OK, quelque chose qui est entièrement pour moi, qui n'a rien à voir avec un milieu académique. Je fais ça 1 an et puis je retourne faire un doctorat. Donc, me voici. Alors, j'ai commencé, et ça, c'est une question de personnalité, je crois, mais pour moi, ce n'était pas une question de rendre visite à la danse, c'était faire ça de manière intensive pendant 1 année. Alors, j'ai passé une audition à la School of Toronto Dance Theatre à Toronto pour leur programme de formation professionnelle. J'ai été prise et pour moi, je partais 1 année. Et ce que j'ai découvert là, c'est pour la première fois une question. On me demandait ce que je ressentais, je pensais. Quelque chose a résonné en moi, et je me suis dit, OK, même j'étais fortement engagée politiquement, il y a une petite voix derrière qui disait, OK, avant de me lancer dans des choses plus grandioses, comment est-ce que je fais, ouais, une rencontre avec moi-même qui va de toute façon nourrir ce travail dans un sens plus large. Donc, je me suis dit, OK, voilà, je fais cette année-là quand même. C'était toujours ça comme plan. Et puis, au fur et à mesure, on me disait, OK, Angélique, si tu as envie de continuer, tu as la possibilité. Sache qu'il y a quelque chose. Ouais, comme je dis, j'avais 23 ans. Il y avait des gens autour de moi qui dansaient de manière beaucoup plus sérieuse depuis beaucoup plus longtemps, qui avaient 19 ans, 20 ans, avec la patte en l'air, comme on fait en danse. Euh, Moi, pas du tout. Mais comme je dis, j'étais interpellée par le fait de me mettre à l'œuvre au lieu de simplement réagir ou m'impliquer dans une théorie, regarder, tu vois, être dans la tête. Alors, je n'avais aucune idée où ça allait m'emmener, mais je savais que j'avais la maîtrise, donc ça aussi, ça permettait un certain risque, j'ai envie de dire. Je n'ai pas eu le soutien de ma famille au départ, ça c'est sûr. Mon père était juge, ma mère, pas une académique, mais quelqu'un qui pensait, elle était dans la santé, la nutrition et tout ça. Donc, que moi, je lâche une carrière académique pour aller faire la danse, c'était un peu... voilà, personne ne comprenait. Mais on m'a fait confiance. J'ai découvert finalement par le genre de contrat que j'ai fait suite à ma formation, cet engagement politique qui était là. Et au fur et à mesure, je crois que par ce biais-là et le fait d'être attiré par la dramaturgie, ça, c'était, j'ai envie de dire, la pleine expression pour moi des curiosités intellectuelles, cet engagement politique, des interrogations sur le rôle de l'art et de l'artiste dans notre société. Puis c'est sûr que je ne fais pas l'art léger, j'ai rien contre, mais ce n'est pas ça que je fais. Et je sais que c'est aussi fortement lié à ce qui me poussait au départ comme moteur dans la vie. Je viens d'un pays du tiers-monde, ça génère un certain rapport à la vie. Et donc, je retrouve ça maintenant dans la danse, ou par la danse, vraiment par ce biais de la dramaturgie.
ce que je retiens dans la manière dont tu décris ton parcours, c'est qu'on dirait que tout le sens qu'a pris la création dans ta vie vient de la question qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je pense. En fait, est-ce que c'est un peu ça? Puis j'ai l'impression qu'il y a presque une critique disons, des approches des sciences à cet égard-là, où Ouais, finalement on est dans je un monde dirais où on évolue sans nécessairement se poser ces que questions-là. en ayant fait cette maîtrise en économie, en ayant dansé depuis aussi longtemps, je viens à l'académie encore plus tardivement que je l'ai fait en danse. Le poste à Concordia, c'est mon premier boulot à temps plein de ma Mhm, carrière. mhm, Toujours travaillé en tant qu'artiste freelance aussi. Donc, tout ça fait que j'arrive dans un contexte, je saute un peu, mais le fait de me retrouver maintenant dans un contexte où le savoir, entre guillemets, est ce qui prime, ça me permet aussi de reconnaître mon rapport au savoir. Et pour moi, le savoir qui existe que à partir de là, c'est pas ça. Pour moi, le savoir est quelque chose de vécu. Il doit être connu de manière incarnée. Sinon, Et encore une fois, je dis, j'allais dire, je ne critique pas, mais en fait, tu l'as dit, Benoît, je critique un peu, et c'est vrai, je critique un peu. Je critique un peu parce que je crois, et ça c'est vraiment un point de vue, c'est une perspective plus large, mais je crois qu'en général, certainement dans nos sociétés occidentales, mais pas uniquement, notre connaissance scientifique ne correspond pas à notre sagesse ou à notre maturité en tant qu'espèce et donc forcément en tant que société. Alors, pour moi, si on privilégiait davantage l'incarnation véritable de nos savoirs, j'ai l'impression qu'on prendrait on ferait d'autres choix éthiques, on prendrait d'autres décisions, on mettrait nos priorités ailleurs en tant que société. Donc oui, je suis, c'est clair, tu vois, c'est extraordinaire ce que l'homme l'homme, gros comme des maisons, euh, a réussi à faire, les connaissances qu'on a, mais est-ce que je suis foncièrement convaincue par l'application qu'on en fait? Non, absolument. Le deuxième point qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui, ça a à voir avec notre rapport au monde, finalement, puis cette critique que tu formules, que Benoît souligne à l'instant, ce rapport au savoir, hein, très limité lorsque le savoir part d'ici et concerne que par là, cette pensée du savoir incarné. Je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent, sur ta bio de prof Mhm. officielle sur le site de Concordia, on te présente comme une artiste performeuse, une chanteuse, une dramaturge et une pédagogue. Mais moi, Mhm. je t'ai aussi entendu, dans certains contextes, insister sur cet aspect qui me semble résonner avec ce que tu viens de dire à l'instant, que la danse, en fait, caractérise profondément ton rapport au monde, voire ta façon, ta manière d'être au monde. Et je me demandais si tu pouvais nous en parler un peu plus. Qu'est-ce que tu entends par là, le fait que la danse caractérise profondément ta manière d'être au monde? Pour moi, c'est une reconnaissance du fait que je comprenne le monde par mon corps, en fait. Donc, la danse est un rapport au mouvement, c'est un rapport au temps et à l'espace. Et ça, c'est la vie, en fait. C'est le lien entre les gens. C'est le lien
aux endroits où on se trouve, à une terre, à une patrie éventuelle. Donc, pour moi, si je fais un lien, par exemple, à l'activisme dans lequel je suis impliquée pour l'instant aussi, il y a des corps, le traitement des corps par nos sociétés, historiquement, actuellement, c'est aussi un rapport au temps et à l'espace et au mouvement. Donc, pour moi, j'estime que c'est essentiel pour moi de regarder mon rapport au mouvement, au temps, à l'espace, dans un contexte plus large que le geste de danse que je fais dans un studio. Et c'est pas pour enlever l'importance, pour diminuer l'importance de ce geste-là, diminuer sa poésie non plus. Parce que pour moi, tout ça est vrai, mais je n'ai pas envie d'aborder ça en abstraction de tout le reste. Donc, déjà ça, c'est un positionnement philosophique, mais c'est aussi un positionnement physique. Et je vais dire peut-être un lien plus à une corporéité que simplement un corps. Tu vois, encore une fois, situer ce corps. Le situer dans le sens dans le sens relationnel. Aussi, il y a quelque chose là, il me semble, tu sais, lorsque l'on dit, tu déplies bien, puis on va revenir sur cette question du corps dans le monde, les corps. Mais comment la danse caractérise ton rapport au monde, ça a à voir avec l'espace que tu occupes. Tu le décris très bien, mais à partir de cette pensée du corps, ça permet de regarder autrement des éléments du réel aussi. Et je fais un drôle de parallèle, mais pour les étudiantes en scénarisation notamment, c'est aussi une posture de laquelle peut-être s'inspirer au sens où, à partir du moment où on a une pensée, notre pratique artistique intègre notre rapport au monde, on réfléchit les récits, les états, les choses autour de nous peut-être un peu différemment. Et quelqu'un pourrait, parce que une chorégraphe, une danseuse, un danseur pourrait dire non, mais moi, tout est mouvement, là, j'imagine les gens dans le métro faire des chorégraphies, ce qui serait valide, mais on peut aussi penser au corps en présence, abattus pour le travail, qui vont vers l'usine. Déjà, ça modèle autrement. On a une pensée du fait social en présence. Ben, la scénarisation peut aussi se modeler à ce type de posture-là, il me semble, que tu décris tout à fait adéquatement. Ouais, mais en fait, tu sais, je vois un premier exercice, par exemple, que je donne aux étudiants en première année de chorégraphie, c'est leur premier trimestre. Donc, vraiment, ils débarquent. Et je les envoie ouais, dans la rue. Ils choisissent, ils travaillent en équipe de 2, 3, 4, comme ça. Et ils doivent choisir ensemble un endroit duquel regarder, un coin de rue, l'entrée d'un bâtiment, peu importe. Et ils ne font qu'observer. Et puis en rentrant, chacun note et puis ils échangent ce qu'ils ont vu. Et se rendre compte qu'on ne voit pas les mêmes choses. Ce pas les mêmes choses qui ressortent pour chacun. Donc, nos filtres, et c'est pas qu'on ne voit pas d'autres trucs, mais c'est qu'en fonction de qui on est, de nos backgrounds respectifs, il y a certaines choses qui vont ressortir, vont monter à la surface quand on regarde. Tout n'est pas égal. Et c'est pas juste une question de nos capacités de vue. Non, il y a des priorités, il y a une hiérarchie sensible. Et je trouve que
sensibiliser justement les étudiants et étudiantes à leur propre filtre, peu importe ce qu'ils sont. Mais de déjà juste reconnaître qu'il y en, bon, en tout cas, il y en a, j'en ai. Comment est-ce que ça influence ce que je vois, ce qui résonne avec moi? Comment est-ce que ça touche à ce que j'aurais envie de dire? Et puis, à partir de ces filtres-là, donc d'abord identifier ça, et puis à partir de là, je leur demande de regarder de nouveau. Souvent, ils filment un peu, un petit bout. Et puis, ensemble, ils regardent encore cette scène et comment est-ce qu'une personne va interpréter un croisement de deux personnes dans la rue? Ou le fait dans le métro que, tu vois, il y ait exactement comme tu dis, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui reste loin, donc, on voit les mêmes choses, mais on n'interprète pas ces choses-là de la même manière. Donc, commencer à identifier ces subtilités-là, pour moi, c'est aussi être dans son propre, je vais dire corps, mais je pense vraiment dans un corps, un corps relationnel, je l'appelle. Ouais, donc vraiment avec des antennes, j'imagine. Tu fais vraiment parce que ce qui résonne en nous ne résonne pas en abstraction de tout le reste. Donc, pour moi, comprendre le monde par le biais de cette chose qui nous accompagne, qui nous fait sentir, qui nous fait entrer en contact avec d'autres, ça me semble vraiment le point de départ. C'est super intéressant. Je ne veux pas qu'on perde de vue cette idée de la sensibilité. Et a priori, on pourrait penser, il y aurait cette idée, on le sait, ce lieu commun où il y aurait le sensible et l'intellectuel. On sépare les choses. Il y aurait la pratique et la théorie. On les sépare encore. Bon, ce genre de binarisme, on le voit de plus en plus à l'université. Je pense que tes travaux, on parlait un peu plus tôt de Nicolas Dawson qu'on a accueilli dans le cadre du cycle la première année aussi, mais il y a des travaux comme ça, je pense à Karine Rousseau, une de mes collègues aussi en littérature. Il y a des gens qui travaillent activement à déconstruire ces binarismes pour parler davantage en termes de liens, de tissage, de déconstruction, de métissage, etc., des pensées, des pratiques. Autour de toi, je voudrais là, poser quelques éléments, rappeler certains éléments avant d'en venir à une question qu'on veut te poser plus directement. Donc, je rappelle quelques éléments de contexte. J'ai besoin de mes notes. C'est pour ça que je regarde par en bas. Donc, je le disais, ta position de professeur aussi, mais je crois que c'était quelque chose qui s'inscrivait quand même déjà depuis ta pratique qui précède ta venue au poste à Concordia. Mais la recherche, et plus particulièrement la recherche-création, occupe une place importante dans ton parcours professoral. Je peux citer en exemple le projet interdisciplinaire dont tu fais partie, que je traduis le titre en français, Écologie dramaturgique. Premier élément. Deuxième élément, j'ai remarqué ton implication, tu parlais de militantisme, d'activisme tout à l'heure. Je peux donner un exemple ici pour les gens qui nous écoutent, ton implication dans des initiatives à Concordia, telles Higher Education Community Reflects on Anti-Black Racism. C'est des capsules de Concordia qui sont disponibles sur YouTube. Celle à laquelle tu as participé est disponible depuis l'année dernière. Là. Les gens qui s'intéressent peuvent la retrouver assez aisément, une petite affaire d'1 minute. Mais donc, pour réfléchir le racisme anti-noir dans le milieu de l'éducation supérieure, ce genre de participation, ton implication dans ce genre d'initiative-là témoigne également du fait, il me semble, que tu ne penses pas l'université comme coupée du monde. Hein. Il y a cet élément aussi à poser. L'université n'est pas coupée ou en dehors du monde. L'université, elle est dans le monde et traversée par celui-ci aussi. Autre élément, de manière évidente, tu en parlais à l'instant, la danse est quelque chose qui passe forcément par le corps, mais tu as une pensée très élargie du corps parce qu'il y a le corps physique,
mais il y a aussi le corps émotionnel, le corps social, le corps politique, etc. Et dernier élément de contexte, je le disais, on met une grosse table. Il y a aussi cette importance, à tes yeux, que la danse, elle est importante, mais que l'importance de la danse déborde largement ce qui se passe sur une scène ou dans un studio de répétition. Là, j'ai mis une table, je disais, on pourrait aussi penser à une espèce de bouquet d'éléments, d'enjeux, de réflexion, mais qui me semble être au cœur de tes préoccupations à la fois créatives, professorales et pédagogiques. Et on parlait, là, on revient à cette idée de déconstruire l'opposition entre sensible et théorie. Je me demandais aussi, en ayant parcouru certaines de tes publications, tu cites des auteurs, là, tu fais appel à Deleuze, tu fais appel à Barthes, qui ne sont pas des gens de danse, là, c'est vraiment des théoriciens, des penseurs. Et donc, je me demandais comment, en plus de tes explorations pratiques, quelles lectures, en fait, au fil de ta carrière, de ton parcours, ont pu contribuer pour toi au développement des perspectives critiques qui sous-tendent dans les enjeux les éléments là, que j'énumérais à l'instant. Donc, quelles lectures, au fil de ta carrière, ont pu contribuer pour toi au développement de ces perspectives critiques et aussi de ce rapport pragmatique, sensible à la danse, finalement? En effet, c'est un gros morceau. Alors, On donc, revient le plus simplement, c'est quoi les lectures qui t'ont le plus influencé? C'est un exemple, les humains, de comment on peut mettre un truc, mais l'essence, le centre, le cœur de la question, c'est moi, quelle lecture t'influence finalement pour développer ces perspectives-là? je dis que c'est un gros morceau parce que je crois que même si, comme une espèce d'entonnoir, on arrive vers les lectures au bout du compte, mais je trouve qu'il y a des choses dans ce que tu as nommé au-dessus qui mériteraient en tout cas, un petit massage, disons. Et donc, parce que ça influence aussi la réponse par rapport aux lectures. Et je crois que dans mon cas, je suis une créature assez hybride dans mon vécu, dans mes origines, mais aussi dans ma place à l'université et dans ma pratique, du coup, aussi. Parce que, comme je disais, même si je suis arrivée à la danse, bon, je suis arrivée à la danse avec un bagage de jeune Jamaïcaine en Jamaïque. Ça, c'est un truc bien particulier déjà. Puis, jeune intellectuel, politiquement engagé. De là, la danseuse jamaïcaine avec une charge politique, un peu pensée comme ça, dans un contexte de danse contemporaine abstraite. De là, j'enlève l'abstraction moi-même activement et je l'ancre dans la dramaturgie, qui est tout de suite une contextualisation, une façon de situer ce qu'on fait, trouver le fil rouge, mais jamais, pour moi, coupé du contexte dans lequel il évolue. Ouais? Donc, et ça, c'est la pratique principale pour moi. Donc, je suis artiste en danse depuis 40 ans. Je suis académique, donc professeur, depuis 8 ans. Donc, de là, j'ai envie de dire, la chose la plus importante pour moi dans ma place à l'université et auprès de mes étudiants, mes étudiantes, c'est le fait d'être praticienne. Donc, c'est le fait d'être... moi, j'ai appris que ce que je faisais s'appelait la recherche-création quand je suis arrivée à l'université. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça que j'ai toujours fait. Mais c'est ça que j'amène aussi dans ce contexte. Et je crois que c'est grâce à ça aussi que le positionnement dont je parlais plus tôt par rapport au corps, c'est vraiment par cette expérience corporelle. Angélique, si tu me permets, ma question ne vient pas annuler ou vouloir minimiser ça d'aucune manière. C'est-à-dire que ma question arrive à la suite de cette importance-là.
Mais il me semble aussi, parce que moi-même, si on me pose cette question-là, alors que je ne suis pas vraiment une praticienne, je peux écrire, etc., mais j'aurais de la difficulté. Moi aussi, c'est une question que je ne trouve pas évidente. C'est quoi les lectures qui m'ont le plus influencé, qui m'ont plus révélé mon propre rapport au monde, en fait? Il y a certaines lectures, là, en littérature, je peux penser à Annie Ernaux, je peux penser à Édouard Louis plus récemment, Didier Ribon, là, c'est très franco-français. On pourrait donner d'autres exemples par la suite, mais ce n'est pas de moi dont il est question. Mais forcément, ce rapport sensible incarné à la lumière de ton parcours Ouais, académique. tout à fait. C'est en ce sens-là, mais tu as tout à fait raison. On ne veut pas. Le côté praticienne est très important, mais ce côté praticienne, recherche-création qui en faisait depuis bien avant l'université, me semble peut-être que tu nous corrigeras si notre intuition est mauvaise, mais repose aussi sur un rapport au monde qui passe par la réflexion, qui retourne dans le corps. Tout à fait. Mais la raison pour laquelle je revenais là-dessus dans le contexte dans lequel je l'ai fait, c'est parce que tout ce qui s'est passé avant, j'aurais été pour moi, dans mon parcours à moi, je n'aurais jamais lu Deleuze ou Barthes avant d'arriver à l'université. Et c'est pour ça que je le dis. Je faisais de la recherche tout le temps. Mais donc, je pensais plus, en tout cas, maintenant, je peux le dire, je pensais plus dans un sens de recherche et de bâtir des créations, même pas basées sur, mais à travers comme je dis, ouais, j'arrête pas de le dire, une contextualisation plus large, donc le sociétal, j'ai envie de dire, aussi chorégraphique. Mais la partie que j'appellerais plus théorique ou conceptuelle, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment maintenant. Et donc, je me rends bien compte que le genre de lecture a changé entre pré-université, post-université, en tout cas pendant. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là que je le disais. Là, maintenant, je suis plus dans et moi-même aussi, parce que j'ai été exposée à. Et maintenant, ça informe mon travail, mais ce n'est pas dissocié, par exemple, de l'activisme dans lequel je suis impliquée à l'Université Concordia. Mais le travail de glissant, par exemple, la poétique de la relation. Ça, pour moi, c'est une œuvre qui devient incontournable parce que elle me situe. Et donc, à partir de cette posture-là, ça me permet aussi de rentrer dans les relations avec les propositions d'une chorégraphe, avec les résonances que les interprètes vont avoir avec ces thématiques ou ces pôles d'intérêt que les chorégraphes vont exprimer. Donc, et pour moi, c'est important. Glissant parle beaucoup de l'importance de la géographie dans notre sensibilité. Et pour moi, en étant une espèce de nomade, oui, originaire des Caraïbes, certes, mais j'ai vécu 25 ans en Europe. Maintenant, j'habite ici. Mon rapport au fait d'être une femme noire est tout à fait différent en Jamaïque, en Belgique, à Montréal. Pas du tout la même chose. Donc déjà ça influence la manière dont je raisonne avec certaines idées, le genre de solution je vais voir à un problème ou une problématique, peut-être plus justement dit. Donc, pour moi, c'est une œuvre, comme je dis, incontournable. Après, en tant que dramaturge, il y a le travail j'ai eu le privilège énorme de vivre en Belgique au moment vraiment où la dramaturgie en danse émergeait comme domaine, une discipline en soi. Alors, une des pionnières vraiment était une femme qui malheureusement nous a quittés il y a plusieurs années maintenant,
Marianne van Kerkhove. Et ses écrits sont des phares pour moi sur la pratique, sur ce que cette pratique nous permet de voir, sur la porosité de cette pratique, et par la suite, finalement, pas juste elle, mais d'autres qui parlent de la dramaturgie sans dramaturge. Que notre, et je dis bien dramaturgie, pas dans le sens du théâtre, mais dans le sens de la danse, dans ce qu'on pourrait appeler devised, tu vois, où tout est créé. On ne démarre pas avec un texte, on ne démarre pas avec ce travail-là, on démarre avec une idée. Et on fait grandir et on cherche pour essayer Moi, mon rôle, c'est par la recherche que je fais, moi-même en dehors, mais aussi une recherche qui se fait, et pour moi, c'est aussi lié à comment décloisonner nos compréhensions du savoir et de la recherche d'ailleurs. Mais la recherche aussi se manifeste dans les échanges entre les gens. Si on pense à Fred Moten et Stephen Harney, qui ont écrit The Undercommons. Je n'ai aucune idée comment dire ça en français, donc je vais essayer. Qui parle vraiment de toute cette activité fugitive ou à la limite même, comment dirais-je, subversive, qui non simplement peut se faire, doit se faire, se fait. En marge des structures officielles et, tu vois, à l'université, qui permettent un autre savoir, un savoir, encore une fois, vécu et partagé, d'exister et d'évoluer. Donc, pour moi, ce genre de lecture-là, The Undercommons, on est un autre. La décolonisation n'est pas une métaphore. Ça, c'est une autre, de Tuck and Yang. Encore une fois, lié aux questionnements, aux interrogations qui sont très présentes dans le milieu de la danse, même au niveau, dans sa pratique professionnelle. Donc, forcément pour moi, à l'université aussi, parce que, encore une fois, ça ne peut pas être, tu vois, dans sa bulle. Mais la décolonisation de notre art. Il y a un héritage esthétique. Cet héritage esthétique porte des valeurs sociales, éthiques, qui viennent d'une certaine époque, qui viennent de certaines perspectives sociétales. Donc, comment est-ce qu'on regarde ça? La notion d'abstraction, ça veut dire quoi? La notion un art contemporain, ça veut dire quoi? Dans le contexte de la danse contemporaine en soi comme terme est problématique. Parce qu'en fait, ça parle d'un certain style, un certain rapport, une certaine abstraction, une certaine, entre guillemets, universalité qui n'existe pas. Donc, quelqu'un qui pratique le Bharatanatyam en Inde maintenant, n'est-ce pas un art contemporain? Pourquoi exotique ou ethnique? Donc, comment est-ce qu'on pense au ballet comme une forme ethnique? Donc, il y a des recherches et il y a des lectures liées à ce genre de trucs-là que moi, j'amène dans mes cours. Parce que, encore une fois, pour moi, inviter les étudiants à s'engager dans un acte de création sans se situer, je considère ça irresponsable, personnellement, sans porter aucun jugement contre les autres. Mais pour moi, ça me semble, ça démarre là. Et même, je dirais même les choses comme en danse, de manière, c'est un petit exemple, mais en danse, on dit beaucoup
my dancers, Mhm. mes danseurs. Ben non, ils ne t'appartiennent pas. Ces personnes-là sont les personnes avec qui tu travailles, avec qui tu collabores. Donc, au niveau de leur agentivité, de cette chose où on les homogénise, donc tout ça, pour moi, est lié à un héritage. Et donc, même dans le langage qu'on va utiliser, comment les inviter à être dans un questionnement de cette chose-là, sans lire, c'est impossible. C'est pas juste en discutant avec eux. Il faut pas faut pas que ça soit juste parce qu'ils m'écoutent. Et moi, tu vois, ils font les bonnes élèves. Je dis, OK, Angélique, voilà. C'est comme ça. Non, c'est de les inviter à être critiques. Tout à fait. Il y a cette idée aussi, il me semble, on voit bien en t'écoutant comment ces lectures-là, te donné quelques exemples ici et là, mais ce que je retiens qui me paraît intéressant, tout ce que tu dis est intéressant, mais dans le cadre de cette question avec cet immense préambule qui nous ramène à, premièrement, il faut l'importance de ce qui précède, de ce qui construit notre expérience au monde. Après, des lectures qui permettent de renouveler ce rapport au monde et à nos pratiques dans le monde qu'on rencontre au fil de notre route, au fil de notre chemin. Il y a cette idée aussi, tu me corrigeras si j'ai mal compris, mais de la possibilité de lecture qui, a priori, n'ont rien à voir avec la danse, nourrissent ton regard critique sur ta pratique, tes enseignements, tes chorégraphies, tes projets, ton rapport au milieu dans lequel tu évolues aussi. Je lis rarement, mais vraiment, je ne peux que souligner ça. Ouais, rarement sur la danse. Rarement. Je veux dire, évidemment, il y a des moments, je dois rester à l'affût de ce qui se fait. Mais donc ça, je fais. Mais dans mon travail, à moi, de création, c'est pas là où je vais. Dans mon enseignement, là où je l'estime important, euh, vraiment par rapport à cet esprit critique, je vais inviter certaines choses, mais en général, ouais, ce serait des choix vraiment liés à pas une lecture sur la danse, mais par exemple liée à la décolonisation. Et très vite, ça bifurque ailleurs. Donc, plus ce qu'on appellerait maintenant une perspective dance studies que dance. Tu vois? Performance studies versus juste la performance. Parce que, encore une fois, c'est une... et pour moi, c'est une façon de reconnaître que le monde a changé, les sensibilités ont changé, on redéfinit, ou en tout cas on questionne. Donc éventuellement des redéfinitions sont possibles, mais certainement on questionne ce qu'on comprend, ce qui était donné, acquis, un peu garanti comme ça. On retrouve la porosité entre nos pratiques et nos rapports, tu vois, au contexte qui nous entoure. Donc, pour moi, je vais plus regarder, je dis n'importe quoi, mais c'est quoi, historiquement, c'est quoi qui a structuré notre société? Et à partir de là, comment est-ce que ça résonne avec le corps et moi, et comment mon corps bouge, et l'esthétique auquel, tu vois, j'adhère ou pas. Il y a, par exemple, le travail d'une penseur afro-américaine, Saidiya Hartman, qui travaille avec le concept en tout cas, elle l'a créé, entre guillemets, mais qui s'appelle la fabulation critique, mais qui est très fort, c'est similaire aux propositions de Donna Haraway et des écrivaines comme elle. Mais dans la fabulation critique, Saidiya Hartman regarde de manière très claire et précise, pas juste la fiction spéculative.
elle regarde l'histoire du peuple noir et elle nous invite, comme souvent, ce n'est pas les peuples noirs qui écrivaient l'histoire, pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc, il y a des trous dans cette histoire-là. Et comment est-ce qu'on les remplit? Avec notre sensible, avec nos apports somatiques aussi. Parce que c'est ça aussi qui nous fait vivre dans le présent. Il faut gérer ces trous-là d'une façon ou d'une autre. Alors, elle le fait par l'écriture, mais moi, j'utilise cette idée pour guider des improvisations. On connaît toutes et tous une partie de nos histoires personnelles. Il y a des trous. Et si on commence à investiguer ces trous-là, c'est quoi la consistance? C'est quoi comment est-ce qu'on raisonne avec tel trou versus l'autre? Parce qu'ils ne sont pas les mêmes. On ne les vit pas de la même manière. On n'est pas en paix avec tous les trous. Il y a certaines qui d'autres où on dit, ouais, ça va. Comment est-ce qu'on commence à investir ces espaces en nous qui finalement influencent notre création, notre geste? Un trou peut être ça, il peut être ça. Et aussi un rapport au monde. Donc, ça part de Critical Fabulation. C'est une lecture, c'est un texte qu'elle a écrit. Moi, c'est un point de départ pour aller raisonner avec un ressenti intuitif que j'avais, mais je n'avais pas les mots. Avec ces mots-là, j'arrive à ouvrir ces espaces pour qu'ils deviennent vraiment un champ d'exploration, quoi. Toutes tes explications permettent de vraiment mieux comprendre comment articuler les réflexions avec la danse, qu'on peut vraiment souvent associer à quelque chose qui est justement très peu lié au discours, au langage, qui se tourne un peu le dos, qui tourne un peu le dos aux réflexions théoriques. Puis je me rends compte en t'écoutant, ben moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, l'aménagement de l'atelier, on pourrait dire du studio dans ce cas-ci. Euh, je pourrais faire le geste aussi d'ouvrir le laptop, fichier nouveau pour ce qui est de l'atelier d'écriture. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Par où on commence? Je pense que ça, c'est une réflexion, surtout pour les étudiants, les étudiantes qui nous écoutent, comment commencer. Et puis là, tu nous offres plein de pistes, en fait, en nous disant, bon, premièrement, qu'est-ce qu'on ressent, où est-ce qu'on est. Et ensuite, l'exemple de l'atelier que tu donnes à tes étudiants et étudiantes, une étape d'observation, ensuite la réflexion, ensuite on retourne vers l'observation. Et ce que j'ai noté dans tes explications, que j'ai souligné à plusieurs reprises, c'est après peut-être vient la théorie, mais dans la mesure où elle aide à nous situer, dans la mesure où elle nous aide à mieux comprendre là où on est déjà, où elle fournit des mots, des concepts peut-être, des pistes de réflexion, des exemples pour enrichir ce positionnement-là qu'on porte corporellement, mais qui est quand même pas nécessairement facile à explorer, à analyser, à prolonger dans un geste de création. Et j'ai l'impression que peut-être j'aimerais t'entendre un peu plus là-dessus. Est-ce que c'est vraiment là, finalement, où on a besoin de théorie? C'est un peu ça ma question, en fait. Quand est-ce qu'on a besoin de théorie? Parce que sérieusement, si on peut s'en passer, on va le faire, parce que c'est pas toujours des lectures agréables. Mais alors, quand est-ce qu'on a vraiment besoin de théorie? Mais pour moi, c'est une des choses que j'ai vraiment ouais, ouais, peut-être je vais utiliser le mot comprise, mais depuis mon arrivée à l'université,
c'est que certainement dans ma pratique avant, d'être dans un contexte académique, je ne considérais pas qu'il y avait de la théorie dans ce que je faisais. Mais il y en avait. Mhm. Il y en a plein. Donc, quand est-ce qu'on en a besoin? Peut-être c'est important de savoir qu'il y en a déjà. Ça, c'est chose peut-être numéro une. Numéro 2, et vraiment pas loin derrière, et c'est là où le besoin de lecture, pour moi, est primordial. C'est quoi qui va nous aider à comprendre qu'il y a de la théorie dans notre pratique? Que la pratique elle-même génère des concepts. Et que si on arrive à identifier ces concepts-là, ce sont des portes. On s'ouvre, vraiment. Et je dis pas qu'on ouvre, mais qu'on s'ouvre. Ouais? Donc, donc, pour moi, il y a ce rôle-là comme chose essentielle. Et puis évidemment, il y a l'autre aspect qui est comme source d'inspiration. Donc ça, à la limite, pour moi, c'est la partie évidente. Donc, je peux être intéressée par telle ou telle chose et puis je fais la recherche nécessaire et ça va révéler différentes couches et tout ça. Et puis, je profite de ça pour approfondir mon travail. Mais pour moi, c'est intéressant aussi. J'ai travaillé sur une création il y a 2 ans, je crois, où donc, chorégraphe noir travailler avec, oui, de l'improvisation beaucoup, mais pas complètement assumée. Puis, OK, voilà, je venais, je regarde, puis, et en discutant, on se rend compte, OK. Et ça, pour moi, j'ai pas forcément demandé à la chorégraphe de faire le travail, de lire. Moi, j'ai lu. J'ai été creuser un peu, comme ça, je reviens et je dis, OK. Il y a le concept de fugitivité qui fait très fort partie de Black Studies. Encore une fois, beaucoup lié à Fred Moten. Et ce concept-là parle vraiment de l'improvisation et le fait d'être, de ne pas pouvoir se fixer. Se fixer, pour les esclaves, c'était de mourir. Donc, il fallait, tu vois, soit si tu arrivais à fuir, ben, en tout cas, continue à courir, quoi. Et comment ça, cette chose-là, s'est ancrée dans le jazz, par exemple, comme musique, où l'improvisation, il y a quelques balises et après, on fabule, critiquement parlant, on fabule ensemble. Et donc, on a commencé à jouer avec cette notion-là. Pas simplement dans les improvisations elles-mêmes, mais dans la structure du spectacle. La décision a été prise, OK, il y a des tableaux, on ne sait jamais en performance, ça se décide au moment même. Qui démarre, l'éclairagiste est sur le plateau, et en fonction de qui initie quelque chose, bah, lui, il amène les lumières qui vont avec. Il peut aussi initier. Ça peut être quelqu'un il y a un changement de décor. C'est comme ça qu'on sait ce qui va se faire. Et donc, ça veut dire que tout de suite, les interprètes sont dans un état d'alerte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'ils doivent pouvoir réagir au quart de tour. Mais cette idée est venue c'est venu de la lecture, mais c'est venu aussi de... C'était pas juste un point une source d'inspiration. C'est pas juste, ah, j'ai lu ce truc,
Et je me dis, tiens, je vais... Non, non, c'était... je vois quelque chose. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens? Comment est-ce que je vais nourrir ça avec des lectures? Et comment est-ce que comment est-ce que la lecture m'aide à voir qu'il y ait une conceptualisation naissante? Et il me semble, à t'entendre parler, Angélique, qui t'aide à voir et qui t'aide à mettre en forme. Ah oui, absolument. Absolument. Dans les pratiques artistiques, il y a le propos, mais il y a la mise en forme. Et la mise en forme, souvent, ça peut être pensé, en fait, c'est souvent un angle mort de l'élaboration, alors que ce que tu décris ici, c'est un concept qui fait sens autant pour le contenu Mhm. d'une œuvre C'est pour la que sa forme. mise en forme. Exactement, exactement. Je peux donner un autre exemple, une pièce sur laquelle j'ai travaillé moi, maintenant plusieurs années, j'allais dire quelques années, mais en fait, le temps passe, où la chorégraphe s'intéressait à la crise de 2008, le Wall Street, et la vitesse à laquelle ça bouge et le manque de conséquences pour ceux qui ont, bon, en tout cas, pas tout le monde, mais pour la plupart, bon, voilà, peu de conséquences. Donc, en creusant, combinaison de réflexion, donc savoir partager, donc en communauté, c'est Undercommons dont on parlait, et puis regarder des choses ensemble, lire des choses ensemble, des journaux, des articles de différentes sortes, mais aussi de la théorie sur le comportement alpha, de là à des singes alpha, le rapport entre les singes au sein de leur, je ne m'appelle plus du nom, mais de leur communauté, on va dire. Finalement, le langage corporel, les gestes, un rapport au temps, un rapport à l'espace, donc disposition dans l'espace par rapport à la communauté. Les mâles alpha se positionnent où, comment, pour combien de temps. Tu vois, il y a tout ça qui est sorti de la chose. Et donc, tout ça a nourri la recherche au niveau du contenu. Mais à un moment donné, tu vois, elle me disait aussi, oui, mais il y a la vitesse à laquelle ça bouge, et puis il y a le crash, et puis il n'y a plus rien. Pendant X temps, il n'y a plus rien. Et c'était, donc, la question était, ah ben en fait, c'est quoi qui t'intéresse? C'est c'est avant le crash? C'est le crash? C'est ce qui a suivi? Elle a dit, en fait, quelque part, ce qui a suivi le crash. Ce manque de conséquences. Alors, finalement, on a fait une forme peu commune où, au niveau de l'intensité, une espèce de trajectoire globale de la pièce, elle commençait haute voltige, très vite un crash, mais un climax, je veux dire, et puis pendant longtemps, plus grand-chose. Donc, ça a formé par justement un questionnement qui était clairement ancré dans la recherche. La recherche, bon, c'était un contexte récent, donc je ne vais pas l'appeler historique, mais néanmoins, tu sais, Benoît, tu as mentionné, quand on parlait avant ça, Marguerite, le feu, comme une pièce qui a résonné par rapport à cette recherche de l'histoire. Et pour moi, c'est pour ça que je pense pas que dans le sens conceptuel, mais je pense certainement recherche, le creuser, quoi. C'est pas juste mes élans personnels qui informent les œuvres que je crée. Parce que ces élans personnels sont situés dans ce corps-ci, qui a tel âge, qui a tel sexe, qui a vécu ça, qui parle telle langue, etc., et qui vit à tel endroit. Donc, et en fonction de ce qui m'intéresse, ça va parler d'une charge actuelle, mais cette charge actuelle est liée à une charge potentielle précédente. Tu vois, ou une charge liée à une ligne historique.
il y a aussi le fait que les œuvres qu'on crée se situent sur notre trajectoire personnelle. Qu'est-ce que j'ai déjà créé? J'en suis où maintenant? Qu'est-ce que je créerai après? Donc là, et ça aussi, c'est une autre façon encore une fois, situer un savoir, situer la recherche qui nourrit ce savoir-là. Donc, pour moi, c'est important vraiment de ne jamais se couper de tout ça. Jamais. Mhm. Il y a tellement de choses. On arrive tranquillement à la fin de la conversation aujourd'hui. On ne veut pas te retenir toute la journée non plus, Angélique. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé de ce lien entre tes lectures. Tes lectures, souvent, tu nous disais très peu portées, en fait, spécifiquement sur ta pratique principale qui est la danse. Ton rapport au savoir, le rapport sensible au savoir, hein, c'est quelque chose à retenir, il me semble, de la conversation aujourd'hui. En terminant, on aimerait te poser cette question, à savoir, ça ressemble à quoi une bibliographie dans un cours de danse? Parce que j'imagine, quand tu nous parlais, déjà, te planter ça dans la dernière heure, t'envoies lire tes étudiants certaines choses, tu les invites à réfléchir, etc., etc. Mais j'imagine que tu dois rencontrer des étudiants qui disent, Madame, ça sert à quoi de lire? Ou qu'est-ce que tu veux que je lise? C'est une chorégraphie que je veux faire. Je caricature avec bienveillance ici, là, je ne veux pas tourner en En amour. ridicule ce type de posture, mais qui viennent souvent de personnes qui n'ont pas encore été initiées à ce cycle de lecture, réflexion, pragmatisme, etc. Mais donc, ça ressemble à quoi une bibliographie en danse, dans un cours de danse? Soit ce que toi, tu leur proposes ou dans leurs travaux qui te rendent, tu les orientes vers quel type de lecture, en fait, les étudiants et étudiantes? Ouais, tu sais, c'est pas anodin. Je donne cours dans un contexte d'un programme qui est orienté création, par interprétation. Donc ça, c'est important aussi. Alors, une première question pour moi qui fait partie des réelles premières questions que je leur pose en arrivant dans le programme. Pourquoi est-ce que tu veux créer? Même pas pourquoi est-ce que tu veux danser. C'est pas la même chose. Pourquoi est-ce que tu veux créer? Et pour moi, la création porte déjà, cette idée de créer porte déjà plein d'autres influences qui ne sont pas que... donc, c'est de les inviter à lire aussi les parcours des autres chorégraphes. Je démarre avec ça parce que, encore une fois, les vécus vont orienter finalement la production artistique. Donc, il y a ce genre de lecture qui est là au départ. Il y a, encore une fois, comme je disais avant, questionner les esthétiques. Ça veut dire quoi la technique? Technique de quoi? C'est qui décide? Quels corps ne sont pas dans la pièce? Ou les pièces ne sont pas sur les plateaux? Sont pas, si on regarde la danse de façon large, qui n'est pas sur les plateaux, qui ne fait pas de création, ou en tout cas, qu'on voit, qui n'est pas programmé, qui n'est pas dans le public. C'est tout de suite orienter la chose vers oui, encore une fois, une contextualisation qui va au-delà de l'élan personnel. Donc, pour moi, ça, c'est une première chose. Des rapports à l'espace, donc ils vont lire sur les galeries, les musées, un travail in situ, un travail dehors, dans l'espace public. Mais ça, encore une fois, tout de suite, qui va au musée, qui va dans les galeries, qui n'est pas au musée, qui est dans l'espace public. Donc, de toujours faire en sorte qu'il y ait des couches aux lectures proposées. Et dans un premier temps, donc je dirais première année, deuxième année, il n'y a pas encore forcément de Deleuze. Mais on arrive en dernière année, donc troisième, et là, je dirais, il y a des éléments plus
un peu plus piquant au niveau Plus abstrait, peut-être? abstrait, tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait. Mais qui amènent des challenges le intellectuel, mais également, parce que je leur demande, ils doivent pouvoir, ça a l'air un peu, bon, je ne sais pas de quoi ça a l'air, mais non, j'allais dire, ils doivent pouvoir tout danser. Et je peux comprendre que dire ça semble, bon, un peu, oui, oui, c'est ça, mais, non, mais c'est vrai. Comment, pour moi, c'est comment est-ce que ça titille la réflexion? Comment est-ce que cette réflexion titille le corps? C'est quoi? Et peut-être ils vont lire quelque chose, ils sont complètement paumés, ils comprennent rien, ils arrivent dans le studio et puis ils font juste comme ça. Oui, ben ok, ben ça c'est, mais c'est quelque chose. Le geste vit, le geste est réel, le geste évoque. Comment est-ce qu'on discute de ça? Et comment est-ce qu'on crée à partir de ce geste-là? Comment est-ce qu'on nourrit après ce que ce geste évoque? Donc, c'est pas juste, j'ai pas envie de le séparer. J'ai envie que les deux choses existent en dialogue, en résonance, en porosité, en échange. Parfois, la danse, c'est juste lire. Peut-être c'est ça le geste corporel, lire. Et comment est-ce qu'on pense ça autrement? Comment est-ce qu'on ressent ça autrement si on est invité à le faire avec une autre attention, avec une autre sensibilité? Quel beau mot de la fin, le geste de lecture comme geste de Ah, lecture. je ne Je, l'ai pas pensé. Moi, je Benoît, voulais dire aussi à la blague, vous voyez, c'est ce qu'on voulait dire, en fait. Faire créer avec la théorie. Faire semblant que c'est notre intelligence alors que tout le monde a compris que c'est la tienne, Angélique, qui rayonne. Merci, merci beaucoup pour ces Ah, pistes-là. quel plaisir, vraiment. vraiment merci Angélique, merci beaucoup de ta présence et de la conversation aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et aux étudiants, ben, en tout cas, jouer. Jouer avec la réflexion et le geste de création, peu importe lequel il est, parce que c'est la même chose. Pas dissocié, c'est la même chose.